Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparez, variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi. Il suffit de cliquer sur Internet pour immédiatement voir ressurgir les conspirateurs, c'est-à-dire tous ceux qui pensent que vous êtes ici en train de préparer je ne sais quel complot, je ne sais quelle organisation, je ne sais quelle préparation. Tout cela est parfaitement ahurissant. Ils discutent d'un sujet en loge, le lendemain ils en discutent dans le groupe parlementaire, ils trouvent toujours quelqu'un d'autre qui a eu la même discussion dans une autre loge, ils ont le contrôle des propositions de loi car le gouvernement ne les contrôle pas, c'est un régime parlementaire, et donc ce qui a été discuté en loge le lundi devient une proposition de loi le vendredi et une loi la semaine suivante. Le processus, même si je l'accélère pour le propos, est extrêmement rapide car tout est linéaire. C'est une peau de chagrin, la République, les républicains, et elles sont toutes corrompues, elles l'ont montré. Donc ça suffit. On veut la première démocratie participative non maçonnique. Non mais écoutez, non mais attendez, il y a pas... Pourquoi prendre les francs-maçons tout de suite comme responsables de tout ce qui se passe? Je crois qu'il y a un peu du grand fantasme derrière tout ça depuis très longtemps, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je trouve que c'est un peu exagéré quand même, non Philippe Bilger? Ah mais c'est totalement exagéré, monsieur ne fait pas dans la nuance. Il ne fait pas dans la dentelle, non, notre ami Patrick. Quand un magistrat est franc-maçon, que le prévenu est franc-maçon et que son avocat est franc-maçon, éventuellement l'expert judiciaire aussi, ça peut poser un problème. Pardon, alors malheureusement on n'a plus le temps, mais l'accusation est extrêmement grave. Oui. Écoutez, j'ai évidemment des exemples. Paul Amar. À ma gauche, Alain Boer, bonsoir. Bonsoir. Ancien grand maître du Grand Orient, donc franc-maçon. Oui. C'est pas une fausse moustache. Non, elle est toujours vraie. Elle est vraie. Vous n'êtes pas arrivé avec une perruque, ni avec des lunettes noires, donc vous êtes à visage découvert. En fait, j'ai une perruque, mais elle est cachée sous mon faux crâne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, la franc-maçonnerie est plus qu'un réseau social. C'est vraiment un État dans l'État, c'est-à-dire que les francs-maçons sont très présents dans certains fiefs publics, comme des grandes entreprises, disons EDF ou Air France, et aussi, comme le disait très bien votre reportage, dans des ministères, comme par exemple le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Justice. Et évidemment, ces fiefs sont tenus d'autant plus facilement que chaque franc-maçon, le jour de son initiation, prononce un double serment de secret et de solidarité. C'est le petit côté réseau. Bien sûr. Dans le livre, pire que ça, il y a des pourris, des corrompus et des salauds dans la franc-maçonnerie. Je trouve ce milieu maçonnique pourri d'arrivistes écœurants. On raconte comment Monsieur Raffarin, quand il était Premier ministre, il a voulu nommer Francis Maire à la tête d'EDF. Le réseau franc-maçon lui est tombé dessus. Il a dit, j'ai eu mon téléphone n'a pas désonné parce que j'ai compris après coup qu'EDF était réservé aux francs-maçons. C'est vrai, EDF n'est pas réservé aux francs-maçons. Vous avez loyauté EDF? Il y a tout ce qui concerne d'abord les nominations, les préservations des fiefs. Par exemple, EDF, qui est un grand fief maçon, a fait l'objet d'une bataille maçonnique énorme au moment du renouvellement de son président. On peut essayer effectivement de pousser quelqu'un, par exemple à la présidence d'EDF, pour essayer ensuite de bâtir une stratégie industrielle avec d'autres groupes où les francs-maçons sont bien implantés. Si dans la même loge, il y a un responsable de collectivité locale d'un côté et puis un marchand de bennes à ordures de l'autre, ça va créer des liens. Alors, quand est-ce que ça arrête d'être de l'échange de bons procédés pour devenir de l'affairisme? Quand on commence à contourner un peu les règles de marché public, et c'est obligatoire qu'à partir du moment où il y a encore une fois, ces serments de solidarité, on est tendance plutôt à privilégier le copain de loge plutôt qu'un autre. Oui, t'as fait certain que si j'ai un marché à passer et que Jean Masson en face de moi, s'il a les mêmes conditions que les autres, je lui donnerai la préférence. Alors,
dans ces entreprises de BTP où s'organisent les deals, vous le racontez très très clairement, les deals, ça se passe dans des loges maçonniques. Hein. Vous évoquez d'ailleurs votre entrée à vous en franc-maçonnerie. On vous a à peine laissé le choix. Hein. Voilà, t'es élu, t'es dans le Pas-de-Calais, t'es maire d'Hénin-Beaumont, qui est la 5e ville du Pas-de-Calais. Ben, tu vas rentrer en franc-maçonnerie. Voilà. Alors vous dites, chacun a une fonction dans les loges qui peut en intéresser un autre. L'un est entrepreneur dans le bâtiment, l'autre donneur d'ordre, maître d'ouvrage, un autre est maire, directeur de société d'économie mixte, un autre est architecte. Rien n'est laissé au hasard. Tous les maillons sont présents pour ne pas rater un marché, une candidature, un appel d'offres. Vous expliquez que c'est là qu'on dit, bon ben la crèche que je dois construire l'année prochaine, c'est toi. Quelqu'un vous rappelle, j'ai une entreprise d'électricité, etc. La maçonnerie, c'est pas une association de voyous et de malfaiteurs qui se mettent ensemble pour faire des coups. Plusieurs affaires judiciaires impliquant des maçons, comme l'ancien maire de Cannes, Michel Mouillot, ont terni l'image de l'association. Et on retrouve tout de suite en direct de nos locaux à Paris le grand maître du Grand Orient de France, Guy Arcizet. Bonsoir. Bonsoir. Alors quasiment toutes les personnes mises en examen dans l'affaire du Carlton seraient membres de la franc-maçonnerie. Ça sert à s'améliorer soi-même, à se perfectionner. Un autre policier devrait à nouveau être interrogé et peut-être placé en garde à vue dans les prochains jours. On le soupçonne d'avoir donné des renseignements importants à René Cochefer, le chargé de communication du Carlton, mis en examen pour proxénétisme, qui recrutait des jeunes femmes pour les soirées spéciales. Une conversation téléphonique entre les deux hommes versée au dossier est sans ambiguïté. René Cochefer se renseigne et demande si une des jeunes femmes qu'il a repérées n'est pas fichée par la police. L'officier répond « Non, tu peux y aller, elle est propre ». Comme quasi tous les protagonistes du dossier, le policier est un membre de la franc-maçonnerie lilloise. Alors, comment expliquez-vous que le Grand Orient de France se retrouve au cœur de cette affaire? Je l'explique pas. Je ne comprends pas. Tant de vertu affichées sur le programme à la porte. Tant de mystère à l'intérieur pour ne cacher que ces petites combines, ces appétits de comitard. Je m'attendais à trouver des hommes dévoués, sinon supérieurs. Au sein de l'appareil d'État, c'est clairement dans le secteur de la justice et de la police. La justice et de la police. Les francs-maçons sont très implantés depuis très longtemps. Vous avez grosso modo un commissaire de police sur 4 qui est franc-maçon. À l'échelon au-dessus, celui de contrôleur général, on peut multiplier par 2. On est à peu près à la moitié. La franc-maçonnerie, c'est un réseau qui peut amener à des tas de choses, y compris, je pense, à une carrière dans la police nationale. On peut penser que la franc-maçonnerie, voilà, soit aussi un tremplin pour la carrière. Les policiers ripoux, je m'aperçois à un moment donné qu'ils sont tellement impliqués, le gars il revendait des fichiers à la franc-maçonnerie, et donc je comprends pourquoi mon affaire depuis le début est bloquée, parce que ces gens-là, ils alimentaient la magistrature, voilà, ils alimentaient tout le réseau des huissiers. Il y avait des huissiers qui contournaient la justice à un moment donné et qui utilisaient ces fichiers personnels des gens revendus à une société dans le centre de la France, une société à terre, qui a financé jusqu'à 600 000 € en 1 an et demi. Un certain Sikowski, un ancien commissaire révoqué, condamné pour faux en écriture privée, corruption. Il ne faut pas oublier qu'au ministère de l'Intérieur, il ne faut pas se cacher les choses. Nos concitoyens doivent être informés. Au sein du ministère de l'Intérieur, il y a des réseaux puissants. Je ne dis pas que tout le monde appartient à ces réseaux, loin s'en faut. Quand vous parlez de réseaux, soyons concrets, c'est la franc-maçonnerie par exemple ? C'est notamment, oui, effectivement, la franc-maçonnerie. Et à cet égard, j'estime que quand on fait partie de la chaîne judiciaire, qu'on soit policier, qu'on soit magistrat, on ne doit pas appartenir à cette association. Rendre la justice fait l'objet d'une prestation de serment. Quand vous devenez magistrat, vous prêtez serment. Lequel des deux serments, si vous êtes maçon, l'emporte sur l'autre au moment de juger?
Et grâce à un ami franc-maçon, j'ai rencontré le président de la cour d'appel de Rennes qui qui jugeait mon affaire, et j'ai été reçu chez lui pour discuter de mon dossier, ce qui est tout à fait inadmissible. C'est scandaleux, mais je le dis, c'est vrai. Je donne pas le nom du magistrat parce qu'il est encore vivant. C'est pas normal qu'un prévenu ou un plaignant puisse être reçu au domicile du président de cour d'appel pour discuter de son dossier. Bien sûr, j'ai plaidé ma cause. Il m'a écouté, mais il m'a écouté certainement d'une oreille favorable puisqu'on était frères. Et qui me dit, maître, on ne peut rien faire dans ce dossier, vous avez la franc-maçonnerie. Maître, on ne peut rien faire dans ce dossier, vous avez la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que vous voulez faire contre la franc-maçonnerie? Ça m'excite cette histoire, parce que je ne vois pas pourquoi la franc-maçonnerie empêcherait de savoir pourquoi quelqu'un est mort. Vous devez connaître toute l'importance d'un serment. Si jamais vous manquiez à une parole aussi solennellement donnée, buvez. Buvez! Buvez! À la fin du rituel d'initiation, il y a alors tous les frères et sœurs, enfin une partie des frères et sœurs sont là avec les épées pour lui dire qu'on le défendra, mais qu'aussi on se défendra de lui. J'ai appris qu'il y avait en France du trafic et de la prostitution touchant les enfants, et que cela constituait un problème inquiétant. Il y a eu aussi des plaintes et des dénonciations précises de mères qui se disent poursuivies par des groupes pouvant être assimilés à des mafias ou à des loges organisant la pornographie infantile. Il est protégé, Fourniret, vous le dites dans le livre, j'allais dire vous le sous-entendez, non, vous l'écrivez. D'accord, oui, c'est vrai. Écoutez, il y a beaucoup de mythes journalistiques autour de l'affaire Fourniret, il y a beaucoup de tabous, notamment l'appartenance de Michel Fourniret à la franc-maçonnerie, au Grand Orient de France, dans la loge des Frères Unis Inséparables. Ça, je vous l'annonce, mon livre devait sortir il y a déjà 1 an, dans une maison d'édition belge. Des gens se sont interposés, mon téléphone a chauffé. On m'a interdit de dire ça. Pourquoi? Cela a déclenché des réactions hystériques. Ouais. Si cela n'évoque rien, pourquoi se mettre dans de pareils états? Pourquoi m'empêcher de sortir ce livre? Donc évidemment, moi j'ai refusé l'autocensure. J'étais moi-même membre de la franc-maçonnerie à l'époque, j'aurais très bien pu faire preuve d'une solidarité aveugle. J'ai refusé en tant que journaliste, je suis journaliste avant tout. Rassurez-vous, rassurons-nous tous. Contraire de ce qui était raconté dans certaines gazettes au début du XXe siècle, on n'y sacrifie pas des bébés. Faut-il avoir peur des francs-maçons? Nous ne sommes pas des Illuminati. Nous ne sommes pas des descendants des Illuminati. Et alors c'est aussi un grand outil, je pense, contre toute forme de complotisme, et notamment contre les stratégies du bouc émissaire qui font que quand vous ne comprenez pas, vous cherchez des solutions simplistes. Alors ça peut être des francs-maçons, Comme cadeau de bienvenue, Éric de Montgolfier trouve à Nice une trentaine de dossiers qui ont été enterrés par ses prédécesseurs. Le nettoyeur se lance alors dans une croisade contre les réseaux d'influences occultes. Il y a ici des loges maçonniques influentes. Le ministre est dans un fauteuil, vous êtes à côté, et elle vous dit, monsieur le procureur, faites attention à votre communication sur la maçonnerie. Les mises en examen de francs-maçons se sont succédées. Marcel Jordaningo dit Marcel Lassalade, escroquerie et trafic d'influence. Alain Bartoli, fonctionnaire de police, il se serait servi des fichiers professionnels pour constituer des dossiers pour le compte de la GLNF. Bernard Méroli, le grand maître provincial lui-même, pour recel de ces informations confidentielles. Mes frères, pour restaurer la confiance et rétablir la vérité des faits. Le commissaire du gouvernement a demandé hier au tribunal administratif l'annulation de subventions attribuées par la mairie de Montpellier et la région à des loges maçonniques. Plus de 500 000 euros. L'argent public, l'argent de nos impôts, donc, doit servir l'intérêt général. Et là, en l'occurrence, on ne sert que des intérêts particuliers, des intérêts d'organisations qui sont même des organisations très fermées, très sélectives, puisque vous savez que les francs-maçons se recrutent par cooptation, donc je ne vois pas là-dedans l'intérêt général. Je ne vois pas pourquoi on reproche aux maçons de s'entraider. Enfin, il y a des catholiques dans leur commune qui s'entraident, il y a des tas de gens qui s'entraident par caste, par affinité. Et moi, je trouve tout à fait normal que les maçons s'entraident entre eux. On va prendre un exemple. On connaît des grands chefs francs-maçons. Ces grands chefs, par des réseaux qui sont avérés, avec le guide Michelin,
passait régulièrement, parce que ce sont des réseaux, mais moi je n'ai rien contre la franc-maçonnerie, je dis juste que c'est un réseau comme un autre. Simplement, au sein de l'avenue de Breteuil, du siège du guide Michelin, eh bien, ça faisait passer la plupart des chefs maçonniques avant les autres. Et on a vu comme cela tout un tas de bistrots qui avaient ouvert 6 mois avant et copé d'une étoile, et les autres, eh bien, attendaient une dizaine d'années. Et les preuves sont là, c'est vrai. Natacha Polony, est-ce que vous avez une vision maçonnique de la gastronomie française fondée sur des réseaux occultes? Ça, on s'en fiche complètement. Mais je veux dire, le grand public, c'est pas ça son problème. Je veux dire, le grand public, c'est pas ça son problème. Un certain nombre d'acteurs sont dans une logique d'entraide ou d'exclusion des non-maçons, qui est quand même pas tout à fait conforme, je dirais, aux règles de déontologie actuelles. Il est entré pour cette raison-là. Il s'est brusquement aperçu qu'on lui demandait des services, et que c'était tout ce qu'on lui demandait. Je crois que dans la semaine qui a suivi son adhésion, il a été couvert à peu près d'une quinzaine de demandes de services pour des gens qu'il ne connaissait pas. Il faut aider les gens qui ont besoin d'aide. Mais lui, c'était des inconnus et qu'il devait aider uniquement parce qu'il était franc-maçon. Eh bien, il a pris ses pics et ses claques et il est parti. On m'a demandé, étant donné que j'avais un pouvoir qui permettait de répondre à cette demande, pouvoir étant toute chose très relative, de rendre service à quelques personnes qui avaient envie non pas d'avoir du crédit, ça jamais, mais d'avoir du travail. Et ça, c'est une chose, il faut bien le dire, que j'ai rendu service à quelques personnes parce que des maçons m'avaient demandé de le faire. Mais l'influence de la franc-maçonnerie ne passe pas forcément par les élus. Dans les administrations, bon nombre de cadres supérieurs font partie des loges. Les témoignages qui suivent sont anonymes, mais émanent de sources autorisées. Voici comment ça se passe selon un haut cadre de collectivité locale. On voit arriver une personne qui va vous toucher un mot en faveur de quelqu'un, puis une deuxième qui va en faire autant, puis une troisième. C'est comme ça que ça marche. Ils défilent tous dans ton bureau et disent la même chose. L'œil supérieur tourne, mais rien ne se passe. Les francs-maçons faisaient leur travail comme les autres, jusqu'à l'arrivée de Monsieur X au cabinet. Alors lui, on a vu qu'il avait vraiment comme mission de faire avancer les dossiers des maçons. Il prend les dossiers un par un et puis il les débloque. Et là, les frères se sont mis à venir le voir directement pour faire passer leur dossier. Et puis tant pis s'il y avait des choses plus prioritaires. On a découvert comment la franc-maçonnerie pouvait des fois tenter de sauver l'un des leurs, d'étouffer une histoire. Je ne révélerai, et je n'ai jamais révélé à quiconque un degré initiatique qu'il n'a pas à connaître. C'est clair, c'est net. Beaucoup de fantasmes, je l'ai dit, sur la franc-maçonnerie. Elle tirerait les ficelles dans l'ombre, mythe ou réalité? Enfin, la réponse est dans la question, si vous voulez. Je pense que ce qui fait peur, c'est le secret en franc-maçonnerie. Or, il n'y a pas de secret. Le poids du secret d'appartenance fait que ce réseau ne ressemble à aucun autre. Moi, je dis interdit aux profanes. Il n'y a pas de secret. J'en savais assez à ce moment-là sur la franc-maçonnerie pour savoir que le tribunal maçonnique, c'était une mascarade pour favoriser les plus pourris de la maçonnerie. Donc, lorsque j'ai vu qu'on me mettait au placard, j'ai été au prud'homme. C'était normal, j'étais salarié de la sécurité sociale. Et là, j'ai eu chez moi un homme de valeur qui était prof de fac, qui était secrétaire régional de Force ouvrière, qui était franc-maçon de la Grande Loge de France et qui m'a dit si tu vas au prud'homme, méfie-toi qu'il ne t'arrive la même chose qu'à Lucet à Marseille. Lucet, c'est un directeur de caisse de sécurité sociale qui s'est suicidé de 2 balles dans la tête. Quelle est l'influence de la maçonnerie dans la société française actuellement? Politique, économique? Politique, elle est assez importante. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, puisque j'ai 5 fois pendant 3 ans chaque fois présidé la fraternelle parlementaire, que la fraternelle parlementaire regroupe tous les francs-maçons de toutes les obédiences. Et nous nous réunissons. Parfois, on est d'accord sur l'essentiel, donc on peut en commun déposer des amendements. Ils seront votés parce qu'ils correspondent à un état d'esprit maçonnique. À ce moment-là, il est vrai que les parlementaires francs-maçons sont porteurs. Ils ont derrière eux, imaginez ce que représente pour un député, qu'il soit de droite ou de gauche, quand il appartient à la franc-maçonnerie, cette immense masse de réflexion que représente le travail des loges.
Il y a à peu près une demi-douzaine de ministres qui sont francs-maçons. C'est d'ailleurs toujours dans les mêmes ministères que ça se retrouve. Mais ça depuis toujours, c'est-à-dire à la défense, à l'intérieur, aux relations avec le Parlement évidemment, à l'éducation nationale. C'est quelquefois le ministre, c'est quelquefois son entourage, sont quelquefois des maçons, ils ont quelquefois simplement été initiés avant. Et ça n'est pas à vous, monsieur le grand maître, de me remercier de ma présence ce soir, c'est plutôt à moi de le faire. Merci de m'avoir permis de vous découvrir. Merci de m'avoir permis aussi de m'éclairer, voire de me réchauffer au feu de votre réflexion et de votre spiritualité. Aujourd'hui, tous les chefs d'État africains, france-africains, appartiennent à la GNF. Tous. Et de même que les principaux responsables des services secrets, de même que les généraux qui commandent les anciennes troupes coloniales, de même que le lobby, une grande partie des gens qui dirigent le lobby pétrolier, et les 3 chefs d'État qui m'ont fait un procès, Omar Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Arkady Guédamac, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me fait un procès qui est un haut dignitaire de la GLNF, tout l'état-major de TF1, une grande partie de la presse régionale. Il y a des journalistes francs-maçons, plein, etc., font partie de ces réseaux d'initiés dont j'explique dans Noir Chirac qu'ils ont été constitués dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que quand il a fallu mettre en place des moyens de combattre le risque soviétique, il y a eu un service secret dans le service secret de la CIA qui s'est créé et qui a décidé de créer une sorte de chevalerie. Et cette chevalerie, ils l'ont recrutée à la fois dans certaines obédiences maçonniques très à droite, mais également dans les Rose-Croix, également dans les sectes de Templiers, la scientologie, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sectaire initiée, mais qui n'est pas seulement la GNF, c'est aussi la mafia.